Bonjour tout le monde. Salut Diane. Aujourd'hui, de quoi est-ce qu'on parle? Bien, on va parler aussi de la santé mentale, c'est important, hein? Oui. C'est important partout, chez nous, partout. En emploi aussi. OK. À job, là, il faut qu'on soit bien. Donc, on va parler d'harcèlement psychologique au travail. Oh, Ouais, OK. ouais. Bon, Ouais. on s'installe au travail comme il faut. Bienvenue au Cerveau dans le Clos. Alors, Diane, Oui. harcèlement psychologique au travail, Oui. c'est du lourd. Oui, c'est lourd, mais c'est bien qu'on en parle en 2021. Il est temps que les employés ont une facilité pour dénoncer ce qui se passe, puis aussi se protéger. Tout le côté psychologique au travail, ça serait bien que 40 heures semaine, là, on le passe bien au travail. Absolument. Mais est-ce que c'est moi ou ça fait déjà quelques années que, mettons, les grandes entreprises, les institutions doivent se doter d'une politique anti-harcèlement? Oui, ils doivent, mais est-ce qu'ils le font? J'en OK. suis pas certaine. Nous, chez nous, au centre d'entraide, on le fait, on l'a mis en place et il faut définir tout ce qui est l'harcèlement, définir ce que c'est l'incivilité, puis mettre en place aussi des mesures et des façons de faire si on veut porter plainte. Je crois qu'il y a beaucoup d'entreprises qui oublient certains petits détails. Le bon vouloir est là, mais la méthode, est-ce que le chemin pour s'y rendre est facile et accessible? Il faut que ça soit accessible. S'il faut que tu cognes à la porte de ton patron pour dire que tu veux porter plainte, Contre c'est un le peu patron. malaisant, tu sais. Un peu, oui. Avez-vous le formulaire parce que j'aimerais porter plainte contre vous? C'est un peu désagréable. Donc, il faut que les entreprises se dotent de façon facile pour que les employés puissent avoir accès à des gens de référence, à des dossiers, à des trucs, là. Puis aussi se doter d'un encadrement parce que du harcèlement psychologique, ça peut être flou, là. Ah, la ligne est très floue parce qu'il y a le droit de gérance aussi des superviseurs, des contremaîtres, des directeurs, des employeurs. Il y a un droit de gérance. Il y a le droit de te demander des trucs. Il y a le droit de répéter des tâches. Est-ce que c'est perçu comme de l'harcèlement? La ligne est très floue. Il faut savoir c'est quoi de l'harcèlement. Est-ce que c'est un droit de gérance qui est à répétition? Mais là, on doit mettre des gradations de sanctions. On doit aviser la personne. Je pense que la communication doit être là vraiment, vraiment. Mais avec la politique contre l'harcèlement, si on inclut aussi vraiment un genre de 2-3 pages sur l'incivilité, déjà, on règle beaucoup de choses. Ça veut dire ton patron, il a le droit de te répéter 4 fois, s'il te plaît, Alexandre, barre la porte. C'est pas de l'harcèlement. Mais il n'a pas le droit de te le dire d'une façon dégradante, méprisante, d'une façon qui Devant pourrait, tout le monde, oui, nuire à ta dignité, ton estime de toi. Fait que lui, il a son droit de gérance. Il peut te répéter, s'il te plaît, Alexandre, je tiens à ce que tu fermes la porte. Mais il se doit d'être respectueux puis de prendre soin de ton intégrité. Fait que la petite politique d'incivilité glissée dans la politique d'harcèlement, bien, ça définit, moi j'ai le droit de te le dire, de te le répéter, c'est une tâche, mais j'ai une façon qu'il faut qu'on le fasse ensemble pour bien se comprendre. Ouais. Absolument. Puis dans certains cas aussi, du harcèlement psychologique, ça se fait par des paroles, ça se fait pas nécessairement par écrit, par courriel, ça laisse pas de traces. Oui, c'est insidieux, ça glisse, ça rentre dans toutes les pores de la peau. Et puis des fois, on n'est pas conscient que c'est en train de se produire. C'est quand on devient fragile, fatigué, on fait « Mais qu'est-ce qui se passe? » Bien, c'est des petits commentaires, des roulements d'yeux qui est arrivé à plusieurs reprises, un sentiment de dévalorisation. Puis là, on se fait mais je suis remis en cause dans mon emploi. C'est un peu... mais il faut toujours faire la part entre le droit de gérance de l'employeur et ce que c'est de l'harcèlement. Et aussi, il faut le nommer. Imagine quelqu'un qui fait toujours une blague. Tu as des beaux yeux bleus. Fait que là, à chaque fois que je te vois, genre, mes beaux yeux bleus, bonjour, comment ça va aujourd'hui? Toi, tu sens que je rentre un petit peu dans ton intimité, puis tu fais, elle me crouse-tu à la matin? Mais tu laisses aller, et moi, je te le répète à tous les matins, je fais, oh, mon beau Alexandre, des beaux yeux bleus. Tu peux vivre ça comme de l'harcèlement, mais je ne suis pas au courant du tout et tu me fais un sourire. Donc, de l'harcèlement, il faut aussi nommer puis essayer de trouver une façon de dire ah, regarde, ce que tu crois être gentil, moi, je le perçois autrement. C'est vraiment, il faut un dialogue super ouvert parce que je crois qu'on peut glisser dans une dérive d'un côté comme de l'autre.
Oui. autant du patron que des employés, si on nomme pas l'objet de cette sensation-là. Puis Ouais. malgré le fait que le harcèlement se passe en milieu de travail, ça peut avoir des répercussions sur notre vie à l'extérieur du travail aussi. Ben oui. On ramène ça à la maison, on fait de l'anxiété, on rumine, on fait du ressentiment. Fait que soit qu'on se sent coupable ou soit qu'on déteste l'employeur, mais c'est 2 sentiments plates, là. Se sentir pas bon ou dire « Ah, lui, il m'énerve », c'est 2 sentiments et qui c'est pas le fun de ramener ça à 5 heures chez vous le soir, là. Non. Et c'est le stress, l'insomnie, on vient épuisé, fatigué et on n'a plus envie d'aller travailler, ce qui est un peu moche, là, parce qu'on a besoin d'une paye dans la vie. Puis des Oui, fois, oui. on aime sa Bien, c'est job. ça, on aime son travail, mais c'est peut-être quelqu'un dans l'organisation de travail qui Oui. est un peu désagréable des fois. Puis l'harcèlement, bien, des fois, c'est les collègues. C'est d'égalité à égalité. Mais quand c'est un supérieur, c'est un peu plus délicat. Comment Oui. on dit au patron que ça blague sur les yeux bleus? On est comme écœuré de l'entendre à tous les matins qu'on rentre. C'est un peu malaisant. On a de la difficulté. C'est pour ça que glisser dans sa politique un petit 2-3 pages d'incivilité, de dire qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se dit pas, je pense que ça vaut la peine. Et d'avoir une réunion, là. Oui. De dire, hey, gang, c'est Que quoi? tout le monde soit au courant. Oui, parce que la ligne est floue. Oui, Tu sais, des blagues, certaines blagues, moi, je les trouve pas offensantes, toi, tu vas les trouver offensantes. c'est ça. La ligne est floue. Et qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui? Nancy Capistran. D'accord, Nancy Capistran, qui est? Elle a une firme de ressources humaines. C'est une D'accord. personne vraiment allumée. Et je te dirais qu'elle est à la coche pour nous parler d'harcèlement au travail. Parfait. Bon, ben, on se retrouve de l'autre côté avec notre invitée, Nancy Capistran. Bien, on est de retour avec notre invitée, Nancy. Bonjour, Nancy. Bonjour. Tu es ici pour parler d'harcèlement psychologique au travail, mais on débute par ta présentation. Je ne voulais pas te présenter pour enfarger tout ça, là. Nancy, tu fais quoi? T'es qui? Bien, moi, mon nom, c'est Nancy Capistran. Je suis consultante en ressources humaines. Je suis propriétaire d'Altitude Ressources humaines, qui est ma firme de consultante en gestion des ressources humaines. OK. Donc, la mission d'Altitude Ressources humaines, c'est vraiment d'amener les gens à développer leurs compétences au niveau gestion des ressources humaines. Donc, on fait de la formation, de la consultation, du coaching, puis on accompagne nos clients dans des processus de recrutement et de sélection de personnel pour des postes administration, coordination, direction. Fait que dans le fond, tu joues avec tout ce qui est patronat, un peu? Oui, bien, nos clients sont principalement des entreprises ou des organismes à but non lucratif, parce qu'on a autant de clients dans le milieu communautaire que dans le secteur privé. Puis, on les accompagne lorsqu'ils ont des défis à relever, que ce soit la mise en place de politiques, mettons, contre le harcèlement psychologique ou sexuel, ou pour différents besoins, gestion de situations difficiles avec un employé, ou ça peut être de la formation pour développer les compétences au niveau gestion des ressources humaines dans leur équipe de travail. Est-ce que tu es beaucoup occupé en gestion pour ce qui est de toute la mise en place des politiques d'harcèlement psychologique au travail? Bien, il y a eu une période où, quand la loi est sortie dans les normes du travail, là, une bonne dizaine d'années, il y a eu un boom là, à ce niveau-là, dans le sens que les entreprises devaient mettre en place leur politique contre le harcèlement psychologique. Là, il y a eu un retour avec tous les événements MeToo et tout ça. Okay. On doit maintenant avoir une politique contre le harcèlement psychologique et inclure le harcèlement sexuel et l'identifier comme tel. Avant, ça faisait partie des formes d'harcèlement qui faisaient partie de la loi sur la politique au niveau harcèlement psychologique. Je dirais le harcèlement sexuel est inclus. Maintenant, il faut que ça soit nommé spécifiquement. Puis comment est-ce qu'on détermine, comment est-ce qu'on dit ça, c'est un cas d'harcèlement psychologique ou ce n'est pas un cas d'harcèlement psychologique? C'est une excellente question parce que souvent, on confond les deux choses. Tu sais, des fois, on va confondre un conflit entre deux personnes. La personne va avoir l'impression qu'elle se fait harceler, mais le harcèlement, c'est vraiment des conduites vexatoires qui portent atteinte à l'intégrité physique ou psychologique de la personne. Donc, c'est souvent des événements ou des agissements qui sont répétitifs envers une personne et qui finissent par porter atteinte à l'intégrité de la personne. Fait qu'on s'entend qu'une mésentente avec quelqu'un ou un conflit interpersonnel n'est pas nécessairement du harcèlement psychologique. Il faut vraiment que ça porte atteinte à l'intégrité de la personne qui le subit. Mm-hmm. Fait que c'est un niveau... je dirais qu'un conflit qui est mal géré peut se développer une forme d'harcèlement.
Mais à prime abord, les entreprises ont l'obligation, je dirais, quand ils sont mis au courant, parce qu'on n'est pas toujours mis au courant, mais lorsqu'ils sont mis au courant d'une situation d'harcèlement, ils ont l'obligation de prendre les moyens de faire arrêter cette situation-là. Est-ce qu'un acte isolé peut être considéré comme une forme d'harcèlement? Bien, ça dépend de l'intensité de cet acte-là. Mm-hmm. Oui, un événement unique peut être considéré comme du harcèlement, tout dépendant de l'impact que ça a sur la personne. Je te nommerais, il y a des choses qui sont assez évidentes, mais une agression physique ou une agression sexuelle d'un employé envers un employé, il peut y en avoir juste un événement, puis ça va être considéré comme étant une forme d'harcèlement. Fait que, puis des fois, ce qu'on a de la difficulté à jauger, c'est l'impact que ça a sur la personne qui subit le harcèlement. Oui. Fait que c'est ça qui est des fois difficile à évaluer parce que c'est très intrinsèque à la personne. Donc, mais le harcèlement, il faut vraiment que ça ait une ampleur puis ça porte atteinte à son intégrité physique et psychologique. Mais habituellement, dans moi, ce que j'ai vu, parce que j'ai mis en place des politiques, j'ai fait des enquêtes concernant le harcèlement, puis il y a des fois où c'était évident qu'il y en avait, puis il y a des fois où ça n'en était pas. C'est un conflit entre deux personnes. Ça ne veut pas dire que c'est du harcèlement. Un conflit, on peut être, toi et moi, on pourrait ne pas d'accord avec une situation, la façon que j'ai de voir une situation. On a une prise de bec sévère, mettons, on s'échange nos opinions de façon très musclée. Mais c'est un conflit entre toi et moi, mais je ne suis pas en train de t'harceler, puis tu n'es pas en train de m'harceler pour autant. Même si le conflit se répète. Bien là, c'est ça. C'est que si la situation... Elle perdure dans le temps, oui. Si la situation perdure dans le temps, bien, finalement, souvent, le gestionnaire va être mis au courant à un moment donné, là, par celui ou celle qui subit le harcèlement. Elle a l'obligation de faire cesser, parce que, tu sais, l'employeur a des obligations, mais l'employé aussi en a. Ouais. Donc, la personne qui subirait du harcèlement, elle a l'obligation de faire cesser, elle aussi, de dire « Regarde, ça suffit, ça arrête, je ne veux plus que tu agisses ou que tu me dises telle chose. » Ça, c'est la première étape, que l'employé, il faut qu'il assume de faire cesser la situation. Si ça ne cesse pas, puis que ça continue, puis que ça envenime la relation, là, il y a lieu peut-être d'analyser la situation, puis là, la responsabilité de l'employeur, quand il est mis au courant, c'est de faire cesser le comportement. Donc, il faut qu'il y ait une enquête qui soit faite. Parce que ce n'est pas parce que tu te plains de harcèlement qu'il y en a nécessairement. Donc, il faut être capable de faire l'analyse de la situation. Puis souvent, on rencontre la personne qui se plaint, elle dépose une plainte. Moi, en tout cas, souvent, les formulaires sont écrits parce qu'il faut que tu décrives qu'est-ce que tu subis, puis à quelle fréquence, quel impact que ça a sur toi, dans quel contexte ça s'est passé. Puis après ça, bien, à partir du moment où la plainte est déposée, bien, la personne qui en est responsable au niveau de l'enquête, il faut qu'elle prenne en considération ce que la personne harcelée, de quoi elle se plaint. Puis après ça, il faut qu'elle rencontre l'autre personne, celui qui est supposément harceleur. Donc, puis souvent, il peut y avoir des témoins. Fait que là, c'est là que l'enquête commence. Quand tu as rencontré les deux personnes, puis tu dis, oups, d'après moi, il y a matière à aller plus loin, ou non, il n'y a pas matière à aller plus loin parce que les faits que j'observe, des fois, il y a eu des témoins, des fois, il n'y en a pas eu. Mais s'il y a des événements répétitifs, habituellement, il va y avoir eu des témoins. Mais si c'est un événement majeur une fois, bien, ça se peut qu'il n'y ait pas eu de témoins puis que ce soit du harcèlement aussi. Tu sais, c'est du cas par cas aussi dans l'analyse qu'on fait de la situation. Mais à partir du moment où il y a des témoins, on rencontre les témoins et toute cette démarche-là se fait de façon confidentielle, dans la mesure du possible. Mais si tu déposes une plainte contre quelqu'un, bien, la personne a le droit de savoir de quoi tu te plains la concernant. Oui. C'est ça. Parce qu'une personne, dans un environnement de travail, peut être harcelante, pas avec tous les collègues, mais avec juste une personne en particulier. Oui, bien souvent, ça cible une personne. Là, quand il y a un conflit qui dégénère, quand il y a du harcèlement, c'est vraiment envers une personne en particulier. Mais il peut arriver aussi qu'un groupe, ce qu'on appelle du bullying, qui harcèle une personne. Ça, c'est une autre forme d'harcèlement. Ça se voit moins fréquemment. Mais tu sais, souvent, on pense que c'est le patron envers ses employés qui harcèle. Tu sais, le préjugé qu'on va avoir la plupart du temps, c'est celui-là. Mais selon les enquêtes qui ont été faites au moment où la mise en place des politiques se sont faites au niveau des normes du travail, il y a des enquêtes qui ont été faites par, entre autres, professeur Lebrun à l'Université Laval a fait des enquêtes beaucoup sur le harcèlement en milieu de travail.
Puis, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a autant d'harcèlement du patron envers son employé que l'employé envers son patron. Ah, yes! OK. Merci, Ouais. excusez. Non, mais c'est vrai. Je me ça te sentais la réjouit? seule à penser ça. Ça te réjouit de savoir que c'est aussi Je ne égal. suis pas seule au monde, oui. Non, c'est ça. Puis ça se vit de façon aussi... C'est aussi présent un envers l'autre. OK. Mais le harcèlement, il est beaucoup plus présent en collègues de travail. OK. Puis les gens se disent, bien, pourquoi que c'est plus présent entre collègues? Parce qu'on passe beaucoup plus... La plupart du temps, on passe beaucoup plus de temps entre collègues de travail qu'à l'égard de notre patron ou l'inverse, de Ouais. subordonner à patron. Fait que les études démontrent que le harcèlement se vit beaucoup plus souvent entre collègues de travail. Mais les patrons et les employés s'harcèlent autant d'un bord comme de l'autre. Mais je suis contente que tu en parles parce que j'ai une posture aussi d'employeur Oui, et d'employé. Puis quand je suis dans ma posture d'employeur, bien, je vais être sûre de bien faire les choses. Et des fois, j'ai l'impression que même moi, je peux subir des fois des pressions. Et on a moins les coups des franges ces temps-ci avec la COVID et la pénurie de main-d'œuvre. oui. On est vraiment liés dans tout. Tu sais, le droit de Droit de gestion. gérance. Oui, le droit de gérance, effectivement. C'est la ligne floue de tout. Ben, c'est parce que le droit de gérance, c'est quelque chose qui s'explique. Dans le fond, c'est le droit de porter des actions pour gérer ton organisme ou ton entreprise. C'est ton droit de gérance. Mais comme n'importe quel droit, il ne faut pas que tu en abuses. Puis il faut que ça respecte les normes du travail, il faut que ça respecte les conventions collectives. Il faut que ça respecte surtout l'humain avec qui tu travailles. Absolument. Ouais. Fait que dans l'ensemble, ça, tu sais, le droit de gérance, il y a des pièges à travers tout ça parce que souvent, les gens, ils vont dire « Ah, je me sens harcelé ». C'est sûr que les gens, quand ils vivent une situation qui est conflictuelle, qui n'est pas confortable, ce qu'on a comme obligation comme employeur, parce que moi, j'en suis un employeur, j'accompagne des employeurs, mais j'ai aussi des employés. Donc, ce qu'on a, c'est de faire en sorte que quand on est au fait d'une situation qui est conflictuelle, il faut s'asseoir puis il faut régler la situation. Il faut prendre des moyens pour régler la situation. Parce que c'est ça qu'on a comme obligation au niveau du harcèlement. Il faut que tu fasses cesser la situation. Donc, à partir du moment où tu prends les moyens, puis tu entames une enquête, puis que tu portes des actions, bien, à ce moment-là, le harcèlement devrait arrêter. Sinon, là, on va passer à une autre étape. Ça, c'est les mesures disciplinaires qui vont rentrer en ligne de compte. Si le harceleur il a été avisé, on a fait tout en sorte pour que ça cesse et que la personne continue. Les sanctions embarquent. Bien, là, il va embarquer avec des sanctions. Au même titre que quelqu'un, par vengeance ou par jalousie ou par situation de mésentente avec quelqu'un, pour des raisons futiles, déposerait une plainte d'harcèlement qui ne serait pas fondée, tu sais, par vengeance d'une situation pour régler un cas, bien, cette personne-là, puis dans les politiques, quand tu mets une politique en place, c'est écrit noir sur blanc que tu ne déposes pas une plainte d'harcèlement sur le dos de quelqu'un à la légère comme ça parce que matin, ça te tentait de te revenger d'une situation que tu n'as pas aimée. Bien, quand ça arrive, ces situations-là, la personne qui dépose une plainte qui est non fondée de mauvaise foi, bien, à ce moment-là, elle aussi pourrait être, je dirais, pourrait subir des mesures disciplinaires par la suite. Parce que c'est quand même c'est toute une réputation que tu peux défaire à déposer une plainte qui n'est pas fondée, là. Bon, bien, prenons une petite pause pour aller voir ça, mais aussi, voyons de l'autre côté si la question du public vient d'un employeur ou d'un employé. D'un employé. D'un employé? Ah oui, oui. Bon, mais on regardera ça de l'autre côté. Bien, on est de retour avec la question du public et elle est pour toi. C'est Éric qui se questionne. Il demande, moi, mon patron me répète toujours les mêmes consignes et je trouve que c'est de l'harcèlement. Je comprends les consignes, mais il me les répète. C'est ça. Puis-je porter plainte? Moi, je ne pense pas qu'une consigne qui est répétée, c'est une forme d'harcèlement. Mais je pense qu'il y aurait peut-être lieu d'avoir une rencontre avec son patron pour dire, tu sais, la consigne, pour mettre ça au clair avec, la consigne que tu me dis, je la comprends bien. Pourquoi tu continues à me la répéter? Est-ce que c'est parce que je ne l'exécute pas comme il faut? Est-ce que j'en oublie un bout? Parce que s'il n'y a rien, bien, je pense que j'ai compris, puis c'est peut-être pas nécessaire que tu me la répètes. Fait que dans le fond, c'est d'entrer en dialogue. Fait Oui, qu'on c'est ça. conseillerait, Éric, parle à ton patron. Mais si je ne connais pas Éric personnellement, mais s'il y a un sentiment de « Ah, c'est le patron, je ne sais pas trop quoi faire », est-ce qu'il y a des mécaniques mises en place pour permettre aux gens
de porter plainte, de trouver une solution quand tu es un employé versus un employeur? Bien, je dirais que c'est sûr qu'il y a un lien de hiérarchie. Fait que des fois, ça peut freiner un peu l'élan de communiquer. Ça dépend c'est qui le patron d'Éric. Ouais. Mais tu sais, de plus en plus, les patrons et patronnes ont avantage à faire en sorte que la communication dans leur équipe est assez fluide. Par contre, si, tu sais, je connais pas le patron d'Éric, là, mais si son patron, c'est quelqu'un de plus rigide, plus difficile à rentrer en contact, moi, j'utiliserais peut-être un collègue de travail pour... Tu sais, des fois, il y a un superviseur avant d'arriver direct au patron ou un collègue qui a plus de facilité à communiquer avec le patron pour être capable de rentrer en communication puis d'être capable de juste établir l'irritant qu'il y a entre les deux. OK, de ne pas laisser la situation telle qu'elle. On Non, fait parce quelque chose. Oui, c'est ça, parce que je pense que... Puis on a tous chacun notre caractère. Tu sais, pour Éric, ça le chicote, il voit ça quasiment comme du harcèlement. Pour quelqu'un d'autre, ça serait, ben, c'est normal, il veut s'assurer que tout est bien fait, fait qu'il répète, puis c'est dans son tempérament, peut-être qu'il ne se souvient même pas qu'il te l'a dit il y a 2 jours, mais tu sais, Ouais. ça, je pense pas qu'on est dans une situation d'harcèlement. Mais tu sais, on est hors contexte, Ouais. fait que pour moi, c'est toujours un petit peu plus difficile de juger d'une situation parce que j'ai pas toute la mise en contexte. Mais si c'est juste une consigne qu'on répète, je vois, à première abord, je ne vois pas ça comme étant du harcèlement. Ou dans un cas comme ça, vu que c'est la même consigne qui est répétée, est-ce que c'est parce que justement c'est une question d'attente? L'employeur s'attend à quelque chose qu'il n'y a pas nécessairement, fait que pour lui, c'est de répéter cette consigne-là jusqu'à temps que ça se rejoigne à ses attentes. Ouais. Mais est-ce que l'employé est au courant de ces attentes-là? Bien, c'est ça. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'ouvrir la communication puis de voir c'est quoi les attentes, à quoi tu t'attends, pourquoi tu me répètes continuellement cette consigne-là, bien, est-ce qu'il y a quelque chose que je ne fais pas de correct qui ne correspond pas à ce que tu t'attendais que je fasse? Mm-hmm. Parce que souvent, entre l'intention de l'employeur qui est que le travail soit bien fait, puis pour ça, il répète souvent la même consigne, et la perception du point de vue de l'employé qui dit, bien voyons, il me prend-tu pour un nono parce que je ne comprends pas? Y a-tu l'impression que je ne comprends pas ou y a-tu quelque chose que je ne fais pas? Puis comme il y a un lien hiérarchique, comme tu disais tantôt, bien, c'est sûr que ça a une forme d'autorité. Fait que des fois, ça peut être malaisant. On sent une pression, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, d'ouvrir le dialogue avec notre employeur. Il y a des gens qui sont plus intimidés par le fait que c'est le patron. Mais je pense que les patrons, en 2021, ont tout avantage à avoir une communication ouverte avec leurs employés. S'ils veulent avoir l'information juste de ce qui se passe dans leur organisation, je pense que l'ouverture est un des critères pour que ça se passe bien. Là. Puis toi, dans les ressources humaines, tu penses-tu vraiment que c'est arrivé en 2021, que le port des entreprises, comme on parle du Centre du Québec, Victoriaville, sont tout ouverts avec une politique pour le harcèlement? Bien, ils ont tous la même obligation, c'est de la mettre en place. Et c'est pas juste de mettre une politique dans ton guide du personnel ou dans ton manuel d'employé, mais c'est de la faire connaître aussi, ta politique. Okay. Parce que, tu sais, si tu la laisses sur papier, personne ne la connaît, puis qu'ils ne savent pas comment déposer une plainte, puis à qui je dépose la plainte, puis qui va faire l'enquête s'il y a du harcèlement, bien, je veux dire, ça va rester qu'une politique sur papier, donc elle ne sera pas très efficace, accessible. Hein, ouais. Parce que malgré tout, des cas quand même graves d'harcèlement psychologique, ça laisse des traces, puis on peut le percevoir. C'est sûr que sans que la personne fasse de plainte, c'est dur à cerner. Mais quand on voit une personne qui, à chaque jour, qui rentre dépérie d'une certaine façon, n'a plus d'entrain, n'a plus envie, ça peut entacher l'environnement de travail au complet. Là. Oui, puis souvent, ce qui est pernicieux dans le harcèlement, c'est des comportements abusifs qui sont répétitifs. Donc, avant que la personne ait un impact sur son intégrité physique et psychologique, c'est-à-dire avoir de la difficulté à dormir, manger moins, avoir vraiment des choses qui changent ton comportement, avoir des comportements qui n'étaient pas là dans ta vie, mais parce que là, tu vis une situation d'harcèlement. Effectivement, les gens qui subissent des formes d'harcèlement, c'est quelque chose qui est très néfaste. T'sais, ça se peut que la personne ait besoin de prendre un congé de maladie pour être capable de retrouver ses repères puis se redonner confiance. Mais tu sais, moi, j'ai déjà fait des enquêtes d'harcèlement, puis les harceleurs, quand il y en a, tu sais, puis il faut aussi relativiser, là, il n'y en a pas tant que ça, du harcèlement psychologique et sexuel. Il y en a, mais pas dans tous les milieux, puis pas à toutes les semaines. Mais moi, les enquêtes que j'ai faites, il y a des fois où
la personne qui avait déposé une plainte n'a pas voulu continuer la démarche parce qu'elle avait peur de représailles de la part du harceleur. OK. Fait que ça, c'était vraiment plus difficile. Mais il y a eu quand même, dans ce cas-ci, là, je nommerai pas personne là-dedans parce que ça demeure des confidentiels, mais il y a eu quand même une suspension de l'employé avec un avertissement très clair que ces comportements-là ne seraient plus autorisés. Mhm. Puis moi, ce dossier-là, je le gérais avec un avocat. Puis l'avocat était quand même quelqu'un qui avait énormément d'expérience, mais il m'avait dit, s'il ne va pas chercher de l'aide, il va recommencer. Ah oui. Puis c'était clair que si la personne recommençait ce comportement-là, il serait congédié. Puis effectivement, dans ce cas-là, 8 mois plus tard, la personne a recommencé avec une autre forme d'harcèlement. La première fois, c'était du harcèlement sexuel. Puis la deuxième fois, c'était du harcèlement envers une autre personne. C'est des comportements agressifs, des menaces au niveau violence, puis tout ça. OK. Puis il a été congédié à ce moment-là. Oui, OK. Mais ça, il y a moyen de le cerner plus tôt. Bien, Puis- tu sais, c'est toujours difficile parce que c'est du cas par cas, mais en même temps, l'obligation de l'employeur demeure de faire cesser. Fait que, tu sais, il y avait eu quand même, je dirais, un préavis raisonnable qui était 2 semaines de suspension. Mhm. Il aurait dû comprendre, l'employé, d'aller chercher de l'aide. Ouais. Il l'a pas fait. Fait que changer un comportement quand tu vas pas chercher de l'aide, c'est pas évident. Parce que, tu sais, le mot « changer », c'est vraiment un mot très à la mode. Ouais. Le changement, hein, on s'est adapté dans la dernière année et demie, passablement, à plusieurs changements, avec la COVID puis tout ce qui a suivi, la pandémie, puis on est encore dedans. Mais c'est pas parce que le changement est amené qu'il est facile à vivre. Fait que c'est pour ça que moi, quand je suis dans une problématique d'harcèlement ou de conflit, je suggère souvent à l'employé d'aller chercher de l'aide par un travailleur social, un psychologue, parce que changer, ça se fait pas si facilement que ça. Ça se fait graduellement. Oui, mais il faut vouloir. Puis Exact. tout part de la volonté. Mhm. Si la personne ne veut pas, il y a les chances que ça fonctionne sont assez minces. Ben, merci, Nancy, d'avoir voulu venir nous rencontrer, nous parler de harcèlement psychologique. Oui, en espérant que tous les employés et employeurs du Centre du Québec et de Victo se portent mieux. Se portent mieux et Ouais. communiquent ensemble. Oui, Bon, puis qu'ils puissent gérer l'harmonie dans leur équipe de travail. ouais, c'est important, hein? Oui, ça, c'est la base. Merci encore, Nancy. Ça me fait plaisir. Merci. Et merci à vous d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Le cerveau dans le clos. Ben, j'ai bien aimé ça. Ouais? Ah, j'ai aimé quand t'as dit le harcèlement, c'est des deux bords.